On vous a appris que le sommet de la vie, c'est d'être choisi, qu'être aimé, désiré, validé, c'est la récompense ultime. Mais si ce besoin d'être vu devenait la racine de votre disparition, si la quête de reconnaissance était la forme la plus lente de renoncement à soi, à force de vouloir rester dans leur regard, vous vous éloignez du vôtre. Vous vous réduisez, vous vous taisez, vous vous pliez, juste pour ne pas être abandonné. Et pourtant, ce n'est jamais assez. Quand ils partent, ce n'est pas leur absence qui fait mal. C'est le vide laissé par la valeur que vous leur aviez confiée. Chaque fois que vous attendiez d'être vu, un fragment de vous s'est effacé. Ce n'était pas de l'amour, c'était une dépendance bien parfumée. Les stoïques disaient « la force naît d'un esprit calme ». Mais le calme ne pousse pas dans le chaos. Il se cultive dans la solitude. Tant que vous tremblez à l'idée d'être seul, vous serez toujours vulnérable à l'absence de l'autre. Cette vidéo ne va pas vous rassurer, elle va vous réveiller. Parce qu'on ne devient souverain qu'en renonçant à la partie de soi qui mendie d'être choisie. Si vous êtes prêt à cesser de vivre pour les autres, à vous relever, à vous réclamer, alors abonnez-vous. Et marquez ce moment comme celui où vous avez choisi la clarté plutôt que le chaos, la vérité plutôt que l'illusion, et la liberté plutôt que les chaînes douces de la validation. Depuis toujours, on vous a suggéré que la solitude est un entre-deux, un couloir vers quelque chose de plus grand, de plus vibrant, de plus légitime. Les récits, les films, les regards d'adultes ont semé l'idée que l'amour est la récompense et que l'être seul est une anomalie à corriger. Mais cette attente, si elle devient votre fondation, vous éloigne de vous-même. Car si votre équilibre dépend d'une présence extérieure, alors ce n'est pas un équilibre, c'est une dépendance maquillée en destinée. Vous n'avez jamais été conçu pour être une moitié en quête de complétude. Vous étiez destiné à devenir un tout, à vous suffire, à vous reconnaître. Les sages stoïciens l'avaient compris. La liberté ne vient pas de l'extérieur, elle naît dans la capacité à discerner ses propres pensées, des injonctions qui nous ont été soufflées avant même qu'on sache parler. On vous a appris à chercher l'approbation avant même de comprendre ce qu'est la dignité. Et ce conditionnement vous pousse à vous adapter, à vous effacer, à vous taire, juste pour rester dans le champ de vision de quelqu'un d'autre. À force de vouloir être accepté, vous rétrécissez dans des espaces où vous devriez vous étendre. Vous renoncez à vos élans, à vos intuitions, à vos vérités, tout ça pour ne pas déranger, pour ne pas perdre. Mais ce que vous perdez, c'est vous. Chaque jour, vous vous ajustez. Pas par faiblesse, mais par peur d'être abandonné. Vous étouffez vos élans, vous maquillez vos intuitions, jusqu'à ce que votre vie ressemble à un rôle que vous jouez pour rester dans le cadre. On appelle ça l'amour. Mais quand cet amour exige votre silence, quand il vous coûte votre voix, ce n'est plus de l'amour, c'est une soumission douce. Chaque jour, vous vous ajustez. Pas par faiblesse, mais par peur d'être abandonné. Vous étouffez vos élans, vous maquillez vos intuitions, jusqu'à ce que votre vie ressemble à un rôle que vous jouez pour rester dans le cadre. On appelle ça l'amour. Mais quand cet amour exige votre silence, quand il vous coûte votre voix, ce n'est plus de l'amour, c'est une soumission douce. On vous a fait croire que la solitude est un défaut, mais elle est en réalité l'espace sacré où rien ne vous empêche de vous retrouver. Ce malaise que vous ressentez quand vous êtes seul, ce n'est pas la solitude qui parle, c'est l'effondrement de l'identité que vous avez construite pour être accepté. Carl Jung disait que le privilège d'une vie, c'est d'être pleinement soi. Mais vous ne pouvez pas l'être si chaque geste est filtré par la peur d'être abandonné. Vous ne pouvez pas l'être tant que vous croyez que la solitude est une punition, plutôt qu'un passage vers la vérité. Pensez à tout ce que vous avez mis de côté, des idées, des rêves, des élans, non pas parce que vous étiez faible, mais parce qu'on vous a appris que l'amour se mérite par le compromis. Mais Marcus Aurelius nous rappelle que la douleur ne vient pas des choses, elle vient de la manière dont nous les interprétons. Vous avez cru que le rejet était une fin, vous avez cru que la solitude était une preuve d'échec, mais en réalité, elle est le moment où vous cessez de fuir et où vous commencez à écouter ce qui vit en vous. Ce qu'il y a en vous n'est pas un vide, c'est un espace intact, jamais touché, qui attend que vous reveniez sans chercher à plaire. La solitude est ce miroir que personne ne peut détourner. Et c'est pour cela
que si peu osent s'y regarder. Elle ne vous console pas, elle vous déshabille, elle vous demande d'arrêter de prétendre que vous êtes perdu et d'admettre que vous n'avez jamais vraiment cherché à vous rencontrer. La dépendance vous promet la sécurité si quelqu'un vous aime assez. Le stoïcisme vous rappelle que cette sécurité est une illusion si elle dépend du comportement d'un autre. Sénéca disait « Tant que vous avez besoin de validation, vous donnez à l'autre le pouvoir sur votre paix. Et la paix ne se trouve pas dans l'attente, elle se trouve dans le renoncement au besoin d'être vu. Il y a un moment où vous devez retirer l'idée que votre valeur dépend du regard d'un autre. Un moment où vous cessez d'attendre que l'amour vienne réparer ce que vous refusez d'affronter. Ce n'est pas une question d'être choisi, c'est une question de choisir. Choisir de rester présent dans l'inconfort, choisir de retirer les couches de personnages empruntés, choisir de ne plus attendre la permission d'exister pleinement. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est un abandon conscient. L'abandon du besoin d'être validé pour se sentir réel. Vous n'avez jamais été incomplet. Vous avez été interrompu, tiré hors de vous-même par des récits qui disaient que la vraie vie commence quand quelqu'un vous remarque. Mais votre vie ne commence pas dans le regard de l'autre. Elle se déroule ici, maintenant, dans le silence, là où personne ne regarde, et où tout ce que vous pensiez attendre est déjà là. Les stoïques ne prenaient pas le détachement comme une fuite. Ils l'appelaient lucidité. La capacité de s'asseoir avec soi-même, sans peur, sans besoin, sans masque, c'est ça la liberté. Être seul ne signifie pas être brisé. Cela signifie que vous commencez enfin à entendre ce qui a toujours été là, sous les promesses douces de l'amour comme salut. Mais vous n'étiez pas censé être sauvé. Vous étiez censé être souverain. Ce n'est pas un sacrifice spectaculaire. C'est une érosion lente. Un mot que vous n'avez pas osé dire, un rêve que vous avez rangé, une limite que vous avez adoucie pour ne pas déranger. Ces gestes ressemblent à de la tendresse, à de l'amour. Mais ils vous éloignent de vous-même, jusqu'au jour où vous ne reconnaissez plus le reflet dans le miroir. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous vous êtes effacé. À force de chercher l'approbation, vous commencez à vivre en dehors de vous. Vos décisions sont dictées par la manière dont elles seront perçues. Votre énergie se module pour ne pas être trop. Votre vérité se dilue pour ne pas être pas assez. Et ce troc, entre votre clarté et leur confort, ne se fait pas en un jour. Il se fait en fragments. Et c'est cette subtilité qui le rend dangereux. Carl Jung disait que l'humain fera tout pour éviter de se confronter à son propre esprit. Et c'est ce que fait le monde. Il vous pousse à regarder partout, sauf en vous. Vous donnez votre temps, votre énergie, votre présence à des gens qui ne savent pas quoi en faire. Vous vous tordez pour correspondre à des attentes qui ne sont même pas les vôtres. Vous espérez qu'ils vous reflètent quelque chose, de la valeur, de l'amour, de la certitude. Mais s'ils ne l'ont pas cultivé en eux, ils ne peuvent pas vous le renvoyer. Et s'ils sont perdus, ils ne peuvent que vous déformer. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur bien habillée. Les stoïques l'avaient compris. Si votre paix repose sur ce que vous ne contrôlez pas, alors ce n'est pas de la paix. C'est une illusion fragile, toujours à risque. Cela inclut les opinions, les regards, les jugements. Marcus Aurelius disait que plus l'esprit est calme, plus il est fort. Mais ce calme ne naît pas dans le chaos. Il se construit dans la solitude, là où il n'y a rien à prouver et aucune illusion à maintenir. Ce qui ressemble à de la maturité peut devenir une prison. À force de vous ajuster, vous devenez une forme, puis cette forme devient une vie. Et un jour, vous réalisez que chaque version de vous a été sculptée par le confort des autres. Mais ce n'est pas une identité, c'est une adaptation. Il ne peut pas respirer si vous l'éditez sans cesse. Il ne peut pas s'épanouir si votre attention est dispersée. Et ce n'est pas votre intuition qui est perdue, c'est le bruit qui l'a recouverte. Il y a une forme d'épreuve que l'on évite sans même s'en rendre compte, celle de marcher seul, de dire non, de choisir le calme plutôt que l'approbation. C'est là que l'esprit se forge, non pas dans le tumulte, mais dans le refus de se vendre. Pensez à tout ce que vous avez déjà offert sans le vouloir. Des heures à vous justifier, à attendre une réponse, à douter de ce que vous saviez déjà.
Chaque fois que vous avez suspendu votre valeur à l'humeur d'un autre, vous avez laissé un fragment de vous en arrière. Ces fragments s'accumulent. Ils deviennent des poids invisibles, des distractions déguisées en espoir. Et tout cela naît d'un mensonge. Celui qui dit que vous n'êtes complet que si quelqu'un vous le confirme. La vérité est plus exigeante que le mensonge. Elle ne vous demande pas de séduire, mais de vous redresser. Elle exige que vous cessiez de troquer ce qui est sacré contre ce qui est temporaire. Quand vous arrêtez de chercher à plaire, vous commencez à rassembler votre énergie, morceau par morceau. Au début, cela semble étrange, presque coupable. Mais en réalité, vous ne vous éloignez pas, vous vous alignez. Votre attention cesse de se disperser, elle se concentre, elle devient direction, intention, clarté. Et soudain, votre esprit s'apaise. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de confier votre paix à ceux qui ne savent pas la garder. Aristote disait que se connaître est le début de toute sagesse. Mais comment se connaître quand on change de forme pour rester acceptable? La sagesse ne naît pas dans la transaction, elle naît dans le retrait. Ce que vous pensiez être de la connexion était souvent de la conformité. Ce que vous appeliez être vu était parfois juste être utilisé. Et quand vous comprenez enfin que votre valeur ne dépend pas de ce que vous abandonnez, mais de ce que vous protégez, alors tout bascule. Ce n'est pas une guerre contre les autres, c'est une réconciliation avec vous-même, une force qui ne supplie pas, qui ne s'adapte pas pour être digeste, mais qui tient debout dans la tempête, parce qu'elle sait qui elle est. Quand vous cessez de négocier votre valeur, vous sentez le changement immédiatement. Pas dans le regard des autres, mais dans la manière dont vous vous traitez. Vous cessez de trop expliquer. Vous cessez de rendre votre paix disponible, parce que vous savez enfin qu'elle est précieuse. Et ce que personne ne peut vous offrir, vous pouvez vous le donner. La clarté, la paix, l'amour. Ces choses ne naissent non pas quand on est choisi. Elles naissent quand on cesse de se perdre. La plupart fuient le silence. Ils le remplissent de bruit, de distraction, de lumière. Parce que dans le silence, quelque chose remonte. Une voix oubliée. Un malaise ancien. Une vérité qu'on n'a jamais osé écouter. Mais cette voix, c'est vous. Pas la version sociale, pas celle qui performe, celle qui attend depuis des années qu'on l'écoute sans filtre. Et la solitude est le seul lieu où elle sait parler. Mais on vous a appris que le silence est un échec, que l'absence d'appel est une preuve d'indifférence. Alors vous restez dans des espaces trop petits, dans des relations trop tièdes, juste pour éviter de vous rencontrer. Mais ce n'est pas le silence qui vous brise, c'est la peur de ce qu'il pourrait révéler. La solitude n'est pas une punition, c'est un lieu de feu lent, de pression douce, de transformation silencieuse. C'est là que les rôles fondent, que les masques tombent, et que ce qui reste enfin, c'est vous. Sans décor, sans stratégie, sans attente. Pas la version qui sourit pour rassurer, pas celle qui performe pour être aimée, mais celle qui a survécu en silence, celle qui attend depuis longtemps que vous vous arrêtiez pour l'écouter. Ce que vous trouvez dans cet espace n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne cherche pas l'approbation, elle réclame votre présence. Elle vous demande de rester, de ne pas fuir vers le bruit, de ne pas tendre la main vers une distraction. Car c'est là, dans le calme, que tout ce qui a été ignoré remonte. La colère étouffée, les douleurs maquillées, les rêves abandonnés trop tôt. Et c'est ce qui rend la solitude si puissante. Elle ne vous flatte pas, elle vous façonne. Si vous avez le courage de rester dans ce feu, de ne pas éteindre ce qui brûle, de ne pas chercher à être sauvé, alors vous en sortez avec quelque chose que personne ne peut vous offrir. Une présence qui ne dépend de rien ni de personne. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une image. C'est une vérité sculptée dans le silence, gagnée dans les heures où vous étiez seul face à vous-même. L'espace pour penser sans filtre, pour se demander « Qui suis-je quand personne ne regarde ?» Quand il n'y a ni récompense, ni punition, ni attente. Et si cette réponse vous trouble, c'est qu'elle vous parle. C'est qu'elle vous montre ce que vous avez laissé derrière. Marcus Aurelius disait que le lieu le plus paisible est dans l'esprit. Mais peu osent y entrer. On croit que notre valeur dépend de la présence des autres.
Mais l'amour donné à une version falsifiée ne fait que renforcer l'illusion. On finit par être aimé pour ce qu'on prétend être, et oublié pour ce qu'on est vraiment. La solitude défait ce mensonge. Elle ne le fait pas vite, elle le fait profondément. Ce poids que vous ressentez au début, ce n'est pas un fardeau, c'est une résistance. Et cette résistance est le début de votre force. Sénéca disait que l'imagination souffre plus que la réalité. Ce que vous redoutez dans la solitude est souvent pire que ce que vous y trouverez. Car ce que vous y trouvez, c'est vous. Votre intuition, votre clarté, votre direction. Vous cessez de courir, vous cessez de vous justifier, vous cessez de chercher à prouver quoi que ce soit. Parce que vous avez vu ce que vous êtes, sans maquillage, sans mise en scène, sans filet de sécurité. Et vous restez là, plus calme, plus solide, plus vous. Ce n'est pas dans le bruit que votre vie se révèle, c'est dans le creux, dans l'absence, dans le moment où vous cessez de performer pour être aimé. Car c'est souvent un regard, un message, un silence qui vous fait douter de votre valeur. Et sans le vouloir, vous commencez à vous définir à travers les réactions des autres. Leur absence devient votre honte. Leur approbation devient votre identité. Mais ce genre de validation est un mirage. Elle réchauffe un instant, puis vous laisse plus froid qu'avant. Vous dites oui quand votre cœur crie non. Vous restez là où vous ne pouvez pas respirer pleinement. Vous taisez vos instincts pour ne pas déranger. Et peu à peu, votre vie devient une série de petites trahisons. Non pas par faiblesse, mais parce qu'on ne vous a jamais appris la force de rester seul. Ils nous ont appris que tout ce qui peut voler votre paix vous tient en laisse. Et si votre paix dépend d'un regard, d'un mot, d'un like, alors elle n'est pas vôtre. Marcus Aurelius le répétait. Le seul pouvoir que vous avez, c'est celui sur votre esprit. Mais ce pouvoir, vous le perdez chaque fois que vous cherchez à plaire. Chaque fois que vous choisissez ce qui est acceptable plutôt que ce qui est vrai. Carl Jung disait « Si vous ne savez pas qui vous êtes, le monde vous le dira. » Et ce qu'il vous dira sera basé sur ses tendances, ses peurs, ses normes, jamais sur votre vérité. La validation extérieure vous pousse à demander aux autres ce que vous devriez déjà savoir. Et c'est ce qui la rend si dangereuse. Elle ressemble à la sécurité, mais elle vous enferme. Quand vous vivez pour être validé, vous perdez le goût de vos propres choix. Vous oubliez comment faire confiance à votre intuition. Et à force de vous taire, le silence intérieur devient assourdissant. C'est le vrai prix du besoin d'être vu. Vous vous éloignez de vous-même. Et voici le paradoxe. Plus vous avez besoin d'être validé, plus vous devenez invisible. Les gens le sentent. Peut-être pas consciemment, mais votre présence devient négociable. Votre valeur semble dépendante de leur regard. Et au lieu d'être respecté, vous êtes toléré. Non pas parce que vous manquez de valeur, mais parce que vous avez oublié comment l'incarner. Sénéca disait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Si votre attention est toujours tournée vers l'extérieur, il ne reste plus rien pour vous. Et c'est là que tout commence. Quand vous cessez de chercher à être vu et que vous commencez à vous regarder. Quand votre énergie se disperse, quand votre volonté s'efface, ce qui était force devient hésitation. Et ce glissement ne vient pas d'un manque intérieur, mais d'un trop-plein de regards extérieurs. La quête de validation vous éloigne du présent. Elle vous transforme en spectacle, en chorégraphie de sourires, de silence, de concessions. Et plus vous restez sur cette scène, plus le décor devient votre prison. Mais vous pouvez descendre, vous pouvez revenir à vous. Cela commence par une lucidité. Repérez les endroits où vous vous trahissez pour rester aimable. Ces lieux sont les cicatrices de votre puissance, mais ce sont aussi les portes de votre retour. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour exister. Vous n'avez pas besoin d'être validé pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'être accepté pour vous appartenir. La personne la plus puissante dans une pièce n'a rien à prouver. Pas par orgueil, mais parce qu'elle est enracinée. Elle ne cherche pas à être vue. Elle est, et cela suffit. Socrate disait « Pour te trouver, pense par toi-même ». Mais comment penser clairement quand chaque idée est filtrée par le regard des autres? Vous ne pouvez pas bâtir une vie solide sur les sables mouvants de l'opinion. Vous devez revenir au calme, à l'espace intérieur, à la question essentielle « Qui suis-je quand personne ne regarde ?»
La validation promet de combler un vide, mais elle l'élargit. Plus vous la nourrissez, plus vous vous éloignez de vous-même. Mais si vous cessez de la poursuivre, si vous restez dans le silence, vous découvrirez autre chose, une force tranquille, une clarté stable, une paix qui ne dépend de rien. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout, ni de convaincre, ni de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour retenir ce qui ne veut pas rester. Ce n'est pas un manque de cœur, c'est un acte de dignité. Vous pouvez passer une vie à vouloir être choisi, à attendre qu'on vous remarque, à espérer qu'on vous accueille là où vous ne vous êtes jamais installé. Mais ce qui ne vous appartient pas finira toujours par glisser entre vos mains. La vraie force ne court pas. Elle ne supplie pas. Elle laisse partir et observe ce qui reste. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout, ni de convaincre, ni de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour retenir ce qui ne veut pas rester. Ce n'est pas un manque de cœur, c'est un acte de dignité. Vous pouvez passer une vie à vouloir être choisi, à attendre qu'on vous remarque, à espérer qu'on vous accueille là où vous ne vous êtes jamais installé. Mais ce qui ne vous appartient pas finira toujours par glisser entre vos mains. La vraie force ne court pas. Elle ne supplie pas. Elle laisse partir et observe ce qui reste. Laisser partir n'est pas une fermeture. C'est une ouverture vers soi. C'est le choix de ne plus porter ce qui ne vous élève pas. C'est le refus de mendier ce qui devrait être offert librement. Vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un de rester, ni d'expliquer pourquoi vous méritez la constance, ni de vous offrir encore plus pour être toléré. Vous avez simplement besoin de vous retrouver et de rester là. Il y a des jours où tout semble glisser entre les doigts, où la vie s'emballe, les repères s'effacent, et l'on se demande comment rester debout quand tout autour vacille. Mais imagine un état intérieur où rien ne t'arrache à toi-même. Un espace de calme, de force, où tu ne réagis plus, tu choisis. Le monde moderne est une épreuve constante. Stress, relations complexes, incertitudes, pressions invisibles, et pourtant, depuis des millénaires, une philosophie enseigne l'art de rester souverain au milieu du tumulte. Le stoïcisme n'est pas une fuite. C'est une maîtrise active, une manière de transformer chaque défi en terrain de croissance. Marcus Aurelius, Épictète, Sénèque, leur voie traverse le temps pour nous offrir des outils puissants face à nos tempêtes intérieures. Dans cette vidéo, tu vas explorer comment le stoïcisme peut t'aider à naviguer la vie avec plus de clarté, de résilience et de paix intérieure. Tu verras comment cette sagesse ancienne peut transformer ta manière de penser, de réagir, de choisir et t'aider à reprendre le contrôle là où tu croyais l'avoir perdu. Si tu te sens bloqué, dispersé ou dépassé, ce voyage est pour toi. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta manière d'exister. Stratégie 1. Redeviens ta propre priorité. Avant de chercher à porter le monde, assure-toi de ne pas t'oublier dans le processus. Tu as des responsabilités, des gens à soutenir, des projets à mener. Mais si tu ne te places jamais au centre, tu finiras par te vider sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as plus, et tu ne peux pas incarner ta vision si tu es constamment en train de t'effacer. Commence petit. Quelques minutes chaque matin pour toi seul. Respire, écris, médite. Affirme ce que tu veux incarner aujourd'hui. Oui, cela peut sembler étrange au début, mais ton esprit est malléable. Ce que tu lui répètes, il finit par le croire. Et ce que tu crois, tu le deviens. Fixer des limites, c'est aussi une forme de respect. Dire non à ce qui t'épuise, c'est dire oui à ce qui te nourrit. Tu n'es pas un figurant dans ta propre histoire. Tu es l'architecte. Et plus tu prends soin de toi, plus tu deviens capable de donner avec puissance. Stratégie 2.
Soigne ton apparence avec intention. Avant de lever les yeux au ciel, comprends ceci. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de présence. Ton apparence est un langage silencieux. Elle dit au monde et à toi-même si tu es prêt, si tu es aligné, si tu es là. Quand tu te sens bien dans ton corps, tu marches plus droit, tu parles avec plus de clarté, tu affrontes les défis avec plus de force. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'authenticité. Trouve un style qui te ressemble, pas celui que la société impose, mais celui qui te permet de te sentir vrai. Et n'oublie pas les détails simples, des vêtements propres, une posture droite, un regard qui assume. Ce n'est pas une question de budget, c'est une question de respect de soi. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et ton apparence en fait partie. Quand ton extérieur reflète ton intérieur, tu renforces ton estime, tu affirmes ta présence, tu dis sans mots « je suis là » et « je suis prêt ». Stratégie 3. Le sourire comme acte de puissance intérieure. Certains jours, le monde semble lourd, et pourtant un simple geste peut tout réorienter. Ton sourire. Ce n'est pas une façade, c'est un signal que tu envoies à ton corps, à ton esprit, au monde. Un sourire, même forcé, déclenche des réactions chimiques qui apaisent, recentrent et renforcent. Tu ne souris pas parce que tout va bien. Tu souris parce que tu choisis comment tu veux traverser ce qui vient. Le stoïcisme ne nie pas les tempêtes. Il t'apprend à marcher droit au milieu d'elles. Et ton sourire devient un outil, un rappel que tu es maître de ton attitude, même quand tu ne contrôles pas les circonstances. Ce geste si discret est contagieux. Il éclaire les visages, adoucit les tensions et parfois transforme une journée entière, pour toi ou pour un autre. Commence dès le matin, devant le miroir, dans le silence. Offre-toi ce signe de présence et laisse-le devenir un réflexe de résilience. Stratégie 4. La bienveillance avec des frontières claires. Il y aura toujours des présences qui fatiguent, des relations qui aspirent plus qu'elles ne nourrissent. Mais le stoïcisme ne t'invite pas à couper. Il t'invite à choisir avec discernement. Être gentil ne signifie pas être disponible à tout. C'est honorer ton énergie autant que celle des autres. C'est savoir dire non sans agressivité et poser des limites sans culpabilité. Tu peux souhaiter le meilleur à quelqu'un tout en gardant une distance saine. Tu peux rester courtois sans te sacrifier à chaque demande. Les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des actes de soin. Elles te permettent de rester centré, de préserver ton calme et d'éviter les conflits inutiles. Et surtout, elles enseignent aux autres que ta gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. La prochaine fois que tu sens ton espace menacé, rappelle-toi, tu as le droit de choisir qui entre et à quelle distance. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté émotionnelle. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire et offrir aux autres. Stratégie 5. Rester calme dans le tumulte. Quand tout s'accélère, les échéances s'empilent, les notifications fusent, et le monde semble te presser de toutes parts. Le réflexe naturel est de céder à la panique. Mais c'est là que réside ton pouvoir. Rester calme, c'est refuser de te dissoudre dans le chaos. C'est choisir la clarté quand tout pousse à la confusion. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans turbulence. Il t'offre une posture, celle de celui qui répond, plutôt que celui qui réagit. Respirer, recentrer, revenir à ce que tu peux influencer. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Et si tu veux aller plus loin, pose-toi cette question. Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? Ce recul te libère. Il te permet de distinguer l'essentiel du bruit. Et surtout, il te ramène à toi, à ce que tu peux choisir, incarner, maîtriser. Car dans chaque situation stressante, il y a toujours une chose que tu contrôles, ta réponse. Stratégie 6. Tracer ton propre cap. Dans un monde saturé de directives, où l'on te dit comment penser, quoi viser, qui devenir, choisir ton propre cap est un acte de souveraineté. Mais ce n'est pas une fuite vers le confort. C'est une quête d'alignement. Avant de définir ton direction, clarifie tes fondations. Quelles sont tes valeurs non négociables? Liberté, créativité, intégrité, transmission?
Ces repères deviennent ton compas. Ils t'aident à naviguer quand le brouillard s'installe, quand les voies extérieures deviennent trop bruyantes. Ensuite, fixe des objectifs qui te ressemblent. Pas ceux qu'on attend de toi, mais ceux qui résonnent. Le stoïcisme t'invite à vivre selon tes principes, pas selon les standards fluctuants de la société. Et cela demande du courage, car suivre ton cap, c'est parfois marcher seul, c'est souvent sortir de ta zone de confort, et c'est toujours grandir. Choisir son propre cap n'est pas un luxe, c'est une nécessité intérieure. Mais ce choix vient avec son lot de turbulences. L'inconfort, les doutes, les ajustements. Ce sont les signes que tu es en train de grandir. Les stoïques ne fuient pas l'inconfort. Ils le reconnaissent comme le lieu de la transformation. Ce que tu appelles obstacle, ils l'appellent matière à vertu. Ton chemin ne sera pas linéaire. Il changera, se tordra, se redessinera. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection du tracé, mais la fidélité à ton axe. Reste curieux, reste souple, et surtout, reste à l'écoute de ton intuition. Ce murmure intérieur qui sait avant que tu comprennes. Tu peux recevoir des conseils, mais personne ne connaît ton paysage intérieur mieux que toi. Apprends à lui faire confiance. C'est là que naît la sagesse stoïque, dans la capacité à naviguer de l'intérieur. Stratégie 7. Tenir sa position avec calme et cohérence. Dans un monde saturé d'opinions, tenir sa position est un acte de courage silencieux. Ce n'est pas crier plus fort, c'est vivre plus vrai. Connais tes valeurs, identifie ce qui est non négociable pour toi, et laisse ces fondations guider tes choix, même quand le vent souffle dans l'autre sens. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu as besoin d'incarner. Si ta valeur est la loyauté, sois loyal dans les petites choses. Si c'est la justice, sois juste même quand personne ne regarde. Parfois, cela signifie marcher seul. Mais mieux vaut la solitude alignée que la foule qui t'éloigne de toi-même. Épictète disait « Si tu veux t'élever, accepte d'être vu comme fou, parce que la vraie force ne cherche pas l'approbation, elle cherche la cohérence, et tu n'as pas à te battre partout. Choisis tes batailles avec sagesse. Certaines choses méritent ton énergie, d'autres méritent ton silence. Ce que tu défends, défends-le avec constance. Et au fil du temps, tes actions deviendront une signature intérieure que personne ne pourra effacer. Stratégie 8. Cultiver l'esprit léger comme force intérieure. La vie peut être grave, mais elle n'a pas besoin d'être lourde. Et c'est là que l'humour devient un art de vivre. Les stoïques, souvent perçus comme austères, avaient pourtant compris que la légèreté est une forme de sagesse, non pas pour fuir les épreuves, mais pour les traverser avec grâce. Rire de soi, un acte de confiance. Apprendre à sourire de ses propres maladresses, c'est désarmer l'ego. C'est refuser de se prendre trop au sérieux et reconnaître que l'imperfection fait partie du jeu. Ce n'est pas de l'autodérision, c'est de la lucidité joyeuse. Et cette posture met les autres à l'aise, tout en t'offrant un espace intérieur plus souple. L'humour n'est pas réservé aux comédiens, c'est une forme de résilience, une manière de dire « je vois la difficulté, mais je choisis de la traverser avec souplesse ». Cela ne veut pas dire que tu ris de tout, mais que tu sais quand et comment alléger l'atmosphère, pour toi et pour les autres. Et cette capacité à injecter de la lumière dans les zones d'ombre est magnétique. Elle attire, elle apaise, elle relie. Comment nourrir ton esprit léger? Expose-toi à des styles variés. Écriture, philosophie, humour subtil. Observe les moments où tu peux sourire sans te forcer. Et surtout, ne te prends pas trop au sérieux. L'esprit léger ne nie pas la gravité de la vie. Il choisit simplement de ne pas s'y noyer. Le sourire comme posture stoïque. La vie est assez sérieuse. Mais toi, tu peux choisir de la traverser avec un regard plus souple, plus joueur, plus vivant. Nourris ton esprit léger. C'est un petit outil, mais il peut transformer ta manière de vivre et de grandir. Stratégie 9. Le respect comme reflet de votre propre grandeur. Dans un monde pressé, bruyant, souvent polarisé, le respect peut sembler banal, presque naïf. Mais en réalité, il est l'un des gestes les plus puissants que vous pouvez offrir à autrui et à vous-même. Le stoïcisme ne vous demande pas d'aimer tout le monde.
Il vous invite à reconnaître la dignité inhérente de chaque être humain, même quand vous êtes en désaccord, même quand vous êtes blessé. Le respect ne dépend pas des autres. Il vous révèle. Vous ne contrôlez pas les paroles, les attitudes, les réactions des autres, mais vous contrôlez votre posture. Et choisir de répondre avec calme, avec écoute, avec fermeté bienveillante, c'est affirmer votre propre intégrité. Le respect ne signifie pas se soumettre. Il signifie rester souverain, même quand l'autre vacille. Écoutez vraiment, un acte rare et transformateur. Dans un monde saturé de bruit, l'écoute est devenue une forme de luxe. Mais quand vous offrez votre attention pleine, vous dites à l'autre « tu comptes ». Et cela change tout. Cela apaise, cela relie, cela élève. Même si vous n'êtes pas d'accord, le simple fait d'écouter avec sincérité peut transformer une tension en dialogue. Respecter sans se diluer. Être respectueux ne signifie pas tout accepter. Cela signifie poser vos limites avec clarté, sans agressivité, sans mépris. Les stoïques étaient des maîtres dans l'art de tenir leur position, sans se laisser emporter. Ils savaient que la fermeté n'a pas besoin de violence et que la vérité peut être dite sans écraser. Les petits gestes, les grandes résonances. Arriver à l'heure, dire merci, reconnaître l'effort. Ces gestes simples sont des semences de respect qui, jour après jour, cultivent des relations plus saines, plus profondes. Et voici le secret. Le respect est réciproque. Plus vous l'offrez, plus il revient, naturellement. Respect et force ne s'opposent pas. Ils se renforcent. Vous pouvez être doux sans être faible. Vous pouvez être respectueux sans être effacé. Et vous pouvez poser vos limites sans renier votre bienveillance. Le respect, dans sa forme stoïque, est un équilibre entre dignité et discernement. Il existe une décision qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Une décision sans cri, sans explication, sans porte claquée. Juste un pas vers la paix. Ce choix ne ressemble à rien d'extérieur, mais à l'intérieur, il demande une force rare, celle de se retirer sans justification, de quitter ce qui vous enferme, sans chercher à être compris. C'est là que commence la vraie maîtrise. Quand vous cessez de nourrir le chaos, quand vous arrêtez de vous battre pour être entendu et que vous commencez à protéger votre énergie. Les stoïques l'ont compris depuis longtemps. La puissance ne réside pas dans la confrontation, mais dans la capacité à partir sans bruit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 15 éléments à éliminer discrètement de votre vie. Pas de drame, pas de mise en scène, juste une reconquête silencieuse, mais radicale, de votre espace intérieur. 1. Le masque de l'approbation. Il y a un moment où le masque que vous portez pour être aimé devient plus lourd que le risque d'être vous-même. Un moment où sourire quand ça fait mal, se taire quand on brûle de parler, ou jouer d'un rôle pour rassurer les autres, devient une forme d'auto-abandon. Ce masque, vous ne l'avez pas choisi consciemment. Il s'est construit lentement, à l'école, dans la famille, dans les silences qu'on vous a appris à garder. Et aujourd'hui, il est si bien intégré que vous avez presque oublié qu'il n'est pas vous. Mais voilà, être aimé pour une version fabriquée de soi, ce n'est pas être aimé, c'est être validé pour une illusion. Et c'est pour cela que, même entouré, vous vous sentez seul. Vous adaptez votre voix, vos gestes, vos opinions, espérant que cela suffira à les faire rester. Mais à quel prix? Si la paix intérieure est ça le coût de l'approbation, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Être vrai, ce n'est pas être dur, c'est être aligné. Et oui, cela dérangera. Mais ce n'est pas votre inconfort à porter. Les stoïques l'avaient compris. La liberté commence quand pensée, parole et action ne font plus qu'un. Quand vous cessez de performer, vous commencez à respirer. Et dans ce souffle nouveau, vous ne perdez pas des gens. Vous perdez l'illusion qu'ils étaient faits pour vous. Ce n'est pas facile. Mais c'est là que naît le respect.
pas celui qu'on exige, celui qui se dégage naturellement quand on ne s'excuse plus d'exister. Il ne s'agit pas de se justifier, ni de s'expliquer. Il s'agit de marcher avec une confiance tranquille, celle qui dit simplement « Voilà qui je suis ». Retirer le masque ne signifie pas devenir dur ou distant. Cela signifie redevenir entier, permettre à ta voix, ton rire, tes idées, tes frontières de respirer à nouveau. Oui, tu te sentiras étrange, peut-être même coupable, parce qu'on t'a appris que plaire, c'est être gentil. Mais la vraie gentillesse, c'est l'honnêteté. Et elle libère les autres autant qu'elle te libère. Quand tu cesses de te filtrer, la vie devient plus légère, les conversations plus vraies, les décisions plus simples, non plus « que vont-ils penser ?», mais « qu'est-ce qui m'aligne ?» Ce n'est pas une rébellion, c'est une renaissance. Plus de faux rires, plus de oui qui veulent dire non, plus de versions confortables de toi-même. La croissance est inconfortable, mais le silence et le faux sont pires. Ils t'éteignent doucement, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ta propre voix. Alors, ose, sois mal entendu, sois trop, sois calme, sois instable, mais surtout, sois vrai. Laisse-les partir s'il le faut, parce que toi, tu rentres chez toi, et c'est là que commence ta paix, c'est là que naît ton vrai pouvoir. 2. L'illusion appelée demain. Il y a une excuse qui se glisse dans nos vies, sans bruit. Elle ne crie pas, ne menace pas, elle murmure simplement « pas maintenant ». Et on l'écoute, encore et encore. Mais ce que l'on appelle « plus tard » est souvent une fuite, une manière élégante de ne pas commencer. Pas parce qu'on manque de temps, mais parce qu'on a peur. Peur d'être vu en train d'essayer, peur d'être imparfait, peur de commencer petit. Mais chaque chose vraie commence ainsi. Pas dans la perfection, mais dans le mouvement. Un pas, un geste, une décision discrète mais décisive. Ce n'est pas le manque de clarté qui vous bloque. C'est l'attente de conditions idéales, qui n'existeront jamais. Et pendant que vous attendez, vos rêves s'alourdissent. Vos projets deviennent des poids. Votre énergie se dissipe dans l'inaction. Les stoïques savaient que le temps ne ralentit pas pour nos hésitations. Sénéca disait « En reportant, la vie s'accélère. » Et vous, vous avancez ou vous regardez le temps passer. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, même si c'est maladroit, même si personne ne le voit. Parce que ce n'est pas le monde que vous devez convaincre, c'est vous-même. Et quand vous commencez à agir, quelque chose change. La peur recule. Le respect de soi s'installe. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de dignité. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, vous avez besoin d'un premier pas. Aujourd'hui est réel, demain ne l'est pas. Et vous êtes assez pour commencer maintenant. 3. Le passé qui rejoue trop fort. Il y a des souvenirs qui ne savent pas se taire, des instants révolus qui continuent de parler dans ta tête comme s'ils venaient d'arriver. Un mot, un regard, une erreur. Et voilà que le présent se teinte d'hier. Ce n'est pas parce que ces souvenirs sont puissants, c'est parce qu'ils n'ont jamais été digérés. Ils n'ont pas été entendus, alors ils s'invitent dans ton dialogue intérieur, non pas en arrière-plan, mais au premier plan. Tu crois peut-être que les rejouer te protègent, mais il y a une différence entre se souvenir et se punir. L'un éclaire, l'autre enferme. Tu n'as pas besoin de garder les blessures ouvertes pour prouver que tu as survécu. Tu l'as fait, et c'est suffisant. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es celui qui est resté debout, celui qui respire encore, celui qui peut écrire la suite. Oui, lâcher le passé peut ressembler à une trahison. Mais ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne plus le laisser gouverner ton présent. Le pardon, le vrai, n'est pas pour eux. Il est pour toi. Il ne justifie rien. Il libère. Plus tu portes, moins tu avances. Plus tu rejoues, moins tu vis. Et parfois, ce qu'on appelle douleur est juste une habitude devenue identité. Mais cette version de toi, celle qui a tout traversé, elle est fatiguée. Elle mérite le repos. Tu n'as plus à revivre pour te rappeler ta force. Tu l'as déjà prouvé. Tu peux garder la leçon sans garder la blessure. Tu peux choisir de ne plus laisser ce qui est terminé te blesser encore aujourd'hui. Tu peux respirer et doucement dire à ton esprit « C'était avant. Maintenant, je choisis. »
Il y a un tournant discret, presque invisible, où vous cessez de croire chaque pensée qui vous traverse. Et dans ce silence, vous commencez à choisir. Des pensées qui apaisent, des pensées qui soutiennent, des pensées qui vous rendent votre axe. La réparation n'a pas d'heure, mais l'attente a un prix. Chaque jour vécu dans l'ombre du passé est un jour où vous n'habitez pas votre propre vie. Et vous méritez plus que ça. Le droit de vous réveiller sans ce poids dans la tête. Le droit de sourire sans culpabilité. Le droit de continuer même sans applaudissements. Vous pouvez honorer ce qui vous a formé sans rester prisonnier de ce qui vous a blessé. Vous pouvez garder l'espoir sans conserver la douleur qui l'a engendré. Laisser partir ne veut pas dire oublier. Cela veut dire choisir la liberté. Cela veut dire se dire enfin « Je suis autorisé à aller bien maintenant ». Et ce genre de courage silencieux, ce respect de soi sans bruit, c'est peut-être ce que le monde attend sans le savoir. 4. La prière émotionnelle. Quand aimer devient supplication. Il existe un silence particulier. Pas celui qu'on choisit, mais celui qui reste après avoir tout donné à quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment rejoint. Vous avez parlé plus doucement, aimé plus fort, baissé vos standards, espérant qu'un jour, cela suffirait. Mais l'amour qui exige qu'on le supplie n'est pas de l'amour. C'est une quête d'approbation déguisée en sacrifice. On nous a appris que l'amour se mérite, qu'il faut se prouver encore et encore pour être choisi. Alors on pleure, pas toujours avec des larmes, mais avec des concessions, des silences, des sourires qui cachent la douleur. Mais l'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas un examen de votre valeur. C'est une rencontre, libre, complète, respectueuse. Et pour trouver ce genre d'amour, il faut d'abord croire qu'on le mérite. Il faut cesser de confondre l'instabilité avec la passion, la manipulation avec l'intensité, l'absence avec le mystère. Carl Jung disait « Le plus terrifiant, c'est d'accepter tout de soi-même. » Parce qu'alors on cesse de mendier cette acceptation chez les autres. Oui, c'est douloureux de partir, mais c'est plus douloureux de rester là où il faut, sans cesse prouver qu'on mérite d'être aimé. Et quand vous partez, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une punition, c'est une frontière, un dernier acte de respect envers vous-même. Vous n'êtes pas une moitié, vous n'êtes pas à compléter, vous êtes entier. Et ceux qui ne peuvent pas, bref, pas vous rencontrer là où vous êtes, ne sont pas vos gens. Cela ne les rend pas mauvais. Mais ce n'est pas votre travail de les réparer. C'est votre travail de vous respecter. Aimer ne signifie pas s'effacer. Cela signifie se choisir, même quand cela déplaît. Cela signifie protéger son cœur, non pas le fermer. Vous apprenez à distinguer l'amour qui élève de celui qui exige votre silence. Vous apprenez à préférer la solitude lucide à la présence qui vous rend invisible. Et dans ce calme, vous commencez à vous réparer. Non pas en vous durcissant, mais en vous rappelant que votre douceur n'était pas une faiblesse, que votre loyauté dans le chaos n'était pas une erreur. C'était de l'amour, mal placé, mais sincère. Aujourd'hui, vous le redirigez vers vous, vers votre paix, vers une vie où la dignité ne se négocie plus. Vous n'avez plus à crier pour être entendu, ni à souffrir pour prouver votre loyauté, ni à mendier un amour qui devrait être offert sans condition. Vous avez juste à décider que c'est terminé. Terminé d'expliquer, terminé de réparer ce que vous n'avez pas brisé, terminé d'espérer qu'il voit enfin ce qui était évident. Quand l'amour est vrai, il ne vous demande pas de performance. Il vous reconnaît. Il vous rejoint. Alors laissez-les partir. Laissez le silence poser ses frontières. Laissez la paix vous laver doucement de tout ce que vous avez toléré par peur de perdre. Ce n'est pas un renouveau, c'est un réveil. Le souvenir de qui vous étiez avant de croire que vous deviez être gagné. C'est la fin de la prière émotionnelle et le début d'un amour qui ne demande plus d'efforts pour exister. 5. Les scénarios que vous rejouez dans le noir. Vous n'êtes pas devin, mais vous vivez comme si chaque instant devait être anticipé, comme si l'avenir était un champ de mines et que votre esprit devait cartographier chaque explosion possible. Vous rejouez des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Vous ressentez des douleurs qui ne sont jamais venues. Et pendant que vous vous préparez à tout, vous vous privez de ce qui est là. C'est une fatigue invisible, celle de vivre en état d'alerte, comme si l'anticipation pouvait vous protéger.
Mais elle ne vous protège pas, elle vous enferme. Le souci ne vous rend pas prêt, il vous rend absent. Il vous vole le seul moment que vous pouvez réellement habiter, maintenant. La vérité, c'est que la plupart de vos peurs ne se réalisent jamais. Et même lorsqu'elles se produisent, elles ne ressemblent jamais à ce que vous aviez imaginé. Parce que la réalité est rarement aussi cruelle que l'imaginaire anxieux. La peur ne vient pas avec des faits, elle vient avec du bruit. Elle détourne votre attention, vous pousse à construire des châteaux de sable dans la tempête et vous fait croire que vous êtes en sécurité parce que vous êtes tendu. Mais la tension n'est pas la vigilance, et l'anticipation n'est pas la sagesse. Les stoïques l'avaient compris. Ce qui est hors de votre contrôle ne mérite pas votre paix. Et ce qui est en votre pouvoir commence par un choix, celui de ne plus vivre dans l'ombre de ce qui pourrait arriver. 6. Les catastrophes que vous inventez. Vous n'êtes pas devin, mais votre esprit, lui, s'y croit. Il écrit des scénarios entiers de ce qui pourrait mal tourner, répète des dialogues qui n'ont jamais eu lieu, et vous fait vivre des douleurs qui n'existent que dans l'ombre. Chaque fois que vous imaginez le pire, votre corps se crispe, votre souffle se raccourcit, et votre paix s'efface. Non pas à cause de la réalité, mais à cause de l'anticipation. Vous croyez vous protéger en vous préparant. Mais en vérité, vous souffrez 2 fois, une fois pour ce qui n'est pas arrivé et une fois pour ce que vous vous empêchez de vivre maintenant. Le souci ne vous rend pas plus fort, il vous rend absent, il vous vole l'instant. Et la plupart du temps, ce que vous craignez n'arrive jamais. La peur ne vient pas avec des faits, elle vient avec du bruit. Elle détourne votre attention vers ce que vous ne contrôlez pas et vous fait oublier ce que vous pouvez encore choisir. Les stoïques l'avaient compris. La paix ne vient pas de la maîtrise de l'avenir, mais de la maîtrise de soi. Et cela commence par un geste simple. Revenir ici, pas dans l'après, pas dans l'hypothèse, mais dans ce moment où rien ne menace, sauf l'histoire que vous vous racontez. 7. Les attachements qui vous vident. Il y a des liens que vous appelez loyauté, mais qui ressemblent de plus en plus à de l'épuisement. Des relations où vous donnez sans retour, où votre présence est tenue pour acquise, où votre silence est interprété comme consentement. Vous restez parce que vous avez peur de partir. Vous restez parce que vous espérez que ça change. Mais à force de rester, vous vous éloignez de vous-même. Ce n'est pas l'amour qui vous fatigue, c'est l'effort constant pour être vu, entendu, respecté. C'est le fait de devoir mériter ce qui devrait être offert librement. Vous commencez à croire que votre valeur dépend de votre utilité, que si vous cessez de servir, vous cesserez d'exister dans leur monde. Mais ce n'est pas vrai, et ce n'est pas sain. Les stoïques l'avaient compris. Ce qui vous coûte votre paix n'est pas un refuge. Ce qui vous demande de vous trahir pour rester n'est pas un lien. Ce qui vous fait douter de vous n'est pas un amour. Vous avez le droit de partir sans drame, de poser une frontière sans explication, de choisir la solitude plutôt que la dilution. Parce que votre énergie est précieuse, et elle mérite d'être investie là où elle est honorée, pas là où elle est exploitée. 8. Les versions de vous que vous avez dépassées. Il y a des identités que vous portez encore, non pas parce qu'elles vous ressemblent, mais parce qu'elles vous ont autrefois protégé. Des rôles, des postures, des rythmes qui ont servi un temps, mais qui aujourd'hui vous retiennent. Vous continuez à parler comme avant, à marcher comme avant, à répondre comme celle que vous étiez dans un contexte qui n'existe plus. Et pourtant, vous avez changé, silencieusement, profondément. Mais vous vous accrochez à l'ancienne version, par loyauté, par peur, par habitude. C'est normal. On croit que rester fidèle à ce qu'on a été est une forme de cohérence. Mais parfois, c'est juste une résistance à la croissance. Les stoïques l'avaient compris. Ce qui ne sert plus votre paix doit être laissé derrière, même si c'est vous. Vous n'avez pas à renier votre passé, mais vous n'avez pas à le rejouer non plus. Vous pouvez honorer celle que vous étiez sans vous empêcher de devenir celle que vous êtes. Ce n'est pas une trahison, c'est une mue. Et elle ne demande pas d'explication, juste un peu de courage et beaucoup de tendresse. 9. Les dialogues que vous entretenez avec le doute. Il y a une voix dans votre tête qui ne crie pas, mais qui murmure. Elle questionne chaque décision, remet en cause chaque intuition
et vous pousse à croire que vous devez demander la permission pour être vous-même. Ce n'est pas une voix étrangère. C'est celle que vous avez nourrie pendant des années, en vous adaptant, en vous excusant, en cherchant à plaire avant de vous écouter. Et maintenant, elle parle avec autorité. Elle vous fait douter de vos élans, vous ralentit dans vos choix, vous fait croire que vous devez être validé pour avancer. Mais cette voix n'est pas la vôtre. C'est un écho, un résidu de contextes anciens, de regards qui ne vous ont jamais vu vraiment. Les stoïques l'avaient compris. Le doute n'est pas un ennemi à combattre, c'est un brouillard à traverser. Et pour le traverser, il faut cesser de dialoguer avec lui. Vous n'avez pas à convaincre votre peur, vous n'avez pas à débattre avec votre hésitation. Vous avez juste à avancer, même si c'est flou, même si c'est fragile. Parce que le respect de soi ne naît pas dans la certitude, il naît dans le mouvement. Et chaque pas que vous faites, sans demander l'avis du doute, est un acte de souveraineté. 10. Les versions de vous que vous avez dépassées. Il y a des rôles que vous continuez à jouer, non pas parce qu'ils vous ressemblent encore, mais parce qu'ils vous ont autrefois protégé. Des masques devenus familiers, des postures qui ont servi à survivre, mais qui aujourd'hui vous empêchent de respirer. Vous vous surprenez à répondre comme avant, à vous excuser pour exister, à minimiser votre lumière pour ne pas déranger. Mais cette ancienne version de vous n'est plus celle qui vous habite. Elle a été utile, elle a été loyale, mais elle est fatiguée. Et vous êtes prête à autre chose, pas à renier ce que vous avez été, mais à cesser de le rejouer. Les stoïques l'avaient compris. La cohérence ne consiste pas à rester figé, mais à évoluer sans trahir son axe. Vous pouvez honorer votre passé sans vous y enfermer. Vous pouvez remercier l'ancienne vous et lui offrir le repos. Ce n'est pas une rupture, c'est une mue. Et elle ne demande ni permission, ni justification. Juste un peu de courage et beaucoup de tendresse. 11. Les espaces où vous vous êtes oublié. Il y a des endroits dans votre vie où vous avez appris à vous taire pour préserver la paix. Des contextes où votre lumière semblait trop vive, où votre vérité dérangeait, où votre présence devenait trop intense pour ceux qui ne savaient pas recevoir. Alors vous avez réduit l'ampleur, adouci les contours, modifié le ton, et sans le vouloir, vous avez commencé à vous oublier, pas d'un coup, mais par petites concessions. Un mot retenu ici, un besoin ignoré là, jusqu'à ce que le reflet dans le miroir ne vous ressemble plus tout à fait. Ce n'est pas une faute, c'est une adaptation, une tentative de rester aimé, même si cela coûtait l'authenticité. Mais aujourd'hui, vous sentez l'appel inverse, celui de revenir, de réintégrer les parties de vous que vous avez mises en veille, de ne plus négocier votre vérité pour rester dans la pièce. Les stoïques l'avaient compris. La paix intérieure ne vient pas du confort des autres, mais de l'alignement avec soi. Vous n'avez pas à être toléré, vous avez à être entière, et cela commence par un geste, reprendre votre place, même si elle dérange, même si elle bouscule, parce que vous n'êtes pas né pour être supporté, vous êtes né pour être vécu. 12. Les émotions que vous avez mises en veille. Il y a des sentiments que vous avez appris à contenir, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop intenses pour l'environnement qui vous entourait, trop profonds pour les conversations superficielles, trop vrais pour les espaces où l'on préfère les masques. Alors vous avez rangé votre colère dans des silences polis, votre tristesse dans des sourires bienveillants, votre désir de vérité dans des phrases prudentes. Et vous avez continué à avancer, fonctionnel, calme, presque invisible. Mais ce que vous avez mis en veille ne disparaît pas. Cela attend, cela s'accumule, cela cherche un passage. Et parfois, ce que vous appelez fatigue n'est que l'accumulation de ce que vous n'avez pas exprimé. Ce que vous appelez confusion n'est que le conflit entre ce que vous ressentez et ce que vous vous autorisez à dire. Les stoïques ne fuyaient pas l'émotion. Ils la traversaient avec lucidité. Ils savaient que la paix ne vient pas du contrôle, mais de l'intégration. Vous n'avez pas à exploser pour être entendu, mais vous n'avez pas à vous taire pour être accepté. Vous pouvez nommer ce qui vous traverse sans perdre votre dignité. Vous pouvez ressentir sans vous effondrer, parce que votre sensibilité n'est pas un défaut, c'est une boussole, et elle mérite d'être écoutée. 13.
les vérités que vous avez étouffées pour rester aimées. Il y a des vérités que vous avez gardées en vous, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles dérangeaient, parce qu'elles risquaient de faire vaciller l'équilibre, de provoquer un silence, de vous faire perdre une place que vous n'étiez même plus sûr de vouloir. Alors vous avez souri quand vous vouliez parler. Vous avez consenti quand tout en vous criait non. Vous avez gardé la paix autour, en sacrifiant celle en dedans. Et à force de vous contenir, vous avez commencé à douter de votre propre clarté, à croire que votre lucidité était trop, que votre intensité était un défaut, que votre perception devait être adoucie pour ne pas déranger. Mais la vérité n'est pas un fardeau, elle est une boussole. Et chaque fois que vous la taisez, vous vous éloignez un peu plus de votre axe. Les stoïques l'avaient compris. La paix ne vient pas de l'évitement, mais de l'alignement. Et parfois, dire ce que vous ressentez, même si cela tremble, même si cela coûte, est un acte de souveraineté. Vous n'avez pas à hurler, mais vous n'avez plus à vous taire. Vous pouvez parler doucement et être entendu clairement. Vous pouvez être vrai et être digne. Parce que votre vérité, même inconfortable, est plus précieuse que n'importe quelle approbation achetée par le silence. 14. Les promesses que vous avez faites contre vous-même. Il y a des pactes silencieux que vous avez signés sans le savoir. Des engagements pris dans la peur, des décisions forgées dans la douleur, des phrases comme « Je ne serai plus jamais vulnérable »,« Je ne demanderai plus rien »,« Je ne dérangerai plus ». Et ces promesses, vous les avez tenues, fidèlement, même quand elles vous ont coûté votre spontanéité, votre tendresse, votre droit d'exister pleinement. Vous avez appris à vous contenir, à vous adapter, à devenir celle qui ne prend pas trop de place, celle qui ne demande pas, celle qui endure. Mais ce que vous avez appelé force était parfois juste une stratégie de survie. Et ce que vous avez appelé loyauté était parfois une forme de renoncement. Les stoïques l'avaient compris. La vraie force ne consiste pas à se durcir, mais à rester fidèle à soi-même, même quand le monde préfère les versions édulcorées. Aujourd'hui, vous pouvez rompre ces pactes, sans bruit, sans drame, juste en vous autorisant à être entière. Vous pouvez redevenir celle qui ressent, celle qui demande, celle qui ose être là sans se justifier. Parce que vous n'avez pas été faite pour survivre à vous-même. Vous avez été faite pour vous rencontrer, sans condition, sans pacte contre votre propre lumière. 15. Le retour à soi. Il y a un moment, discret mais décisif, où vous cessez de courir après des versions idéales de vous-même. Vous ne cherchez plus à être parfaite, ni à cocher toutes les cases, ni à correspondre à des attentes qui ne vous ressemblent pas. Vous vous arrêtez, et dans ce silence, vous vous retrouvez. Pas la version performante, pas celle qui impressionne, mais celle qui respire, celle qui ressent, celle qui sait. Vous réalisez que vous n'avez rien à prouver, que votre valeur ne dépend pas de votre productivité, ni de votre visibilité, ni de votre capacité à tout porter sans fléchir. Les stoïques l'avaient ça fait compris. La paix ne vient pas de l'accomplissement, mais de l'alignement. Et l'alignement commence quand vous vous autorisez à être simplement vous. Pas demain, pas quand tout sera réglé, mais maintenant, dans ce souffle, dans cette présence. Vous n'avez pas besoin d'un grand geste, juste d'un retour, un retour à l'essentiel, un retour à vous. Ce n'est pas un manifeste, ce n'est pas une revanche, c'est un retour à la clarté, à la lenteur, à la dignité d'exister sans se justifier. Chaque point n'était pas une leçon, mais un miroir, un rappel que vous n'avez jamais été perdu, juste dispersé. Et maintenant, vous vous rassemblez, non pas pour redevenir celle d'avant, mais pour incarner pleinement celle que vous êtes devenue, sans bruit, sans masque, sans dette envers ce qui vous a blessé, seulement vous, entière, présente, et enfin libre.